Alors, merci beaucoup. Alors, ce projet a été réalisé en collaboration avec plusieurs chercheurs, dont Cornelia Krause de l'UQAC aussi, Sergio Rossi qui a beaucoup travaillé à l'analyse des données, à la rédaction des articles, les collaborateurs Serge Gosselin et Damien Côté, et les étudiants qui ont réalisé des mémoires de maîtrise sur ce sujet, dont Ernesto, Jacqueline et Marie-Josée Girard. Donc, comme vous le savez, l'épinette noire, c'est notre principale espèce au Québec. C'est aussi une espèce qui est très convoitée pour ses propriétés du bois. C'est aussi une espèce qui a la plus grande distribution au niveau du Québec, mais aussi au niveau du Canada. Et qu'est-ce que ça fait, ça, cette grande distribution-là? Ça fait en sorte qu'il y a un très fort gradient de croissance et de productivité le long d'un gradient qu'on peut dire latitudinal. Et ça va faire en sorte, sur les propriétés du bois, qu'on va avoir une double influence. Donc, on va avoir l'influence climatique qui va aussi influencer la qualité du site, mais on va avoir aussi une certaine influence génétique, étant donné que le long d'un très grand gradient latitudinal, du sud jusqu'au nord du Québec, il va y avoir des différences au niveau de la génétique des populations. Les propriétés du bois, ils n'ont jamais en fait été évaluées sur une très grande échelle, donc soit au niveau de l'ensemble du Québec ou tout le long de la distribution, par exemple du Canada, donc la distribution de l'épinette noire. Et c'est important de le faire parce qu'on ne peut pas généraliser d'une espèce à l'autre au niveau des propriétés du bois, surtout par exemple comme la densité, parce que c'est spécifique à l'espèce. Donc, ce qu'on connaît pour une espèce, on ne peut pas l'appliquer à une autre espèce et il faut toujours tenir compte des gradients, des grands gradients de distribution qu'on a. Là, je parle nord-sud, étant donné qu'on a fait un gradient dans la région, mais ça vaut aussi pour un gradient qui serait, par exemple, ouest-est. Donc, c'est la même chose, il faut en tenir compte. De qu'est-ce qu'il faut tenir compte aussi pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques et propriétés du bois, c'est la dynamique de croissance. Parce que qu'est-ce qu'on voit comme résultat des propriétés du bois a été créé durant la formation du cerne de croissance tout le long de la vie de l'arbre. Donc, qu'est-ce qui va déterminer la largeur d'un cerne? C'est le taux de division, d'élargissement et d'élongation des fibres. Donc, notre largeur de fibre, notre longueur de fibre et notre largeur de cerne de croissance est déterminée pendant le processus de formation. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme densité de bois qui va déterminer notre qualité? Ça va être déterminé lors du taux de déposition des parois, donc combien de sucre va être transformé en cellulose. Donc, le processus contraire de ce que Jean nous expliquait qui, lui, était la dégradation de la cellulose. Donc, toutes les enzymes qui vont former la cellulose, la lignine et l'hémicellulose. Et qu'est-ce qui va être très important aussi? Ça va être la durée de ces processus-là. Combien de temps ça dure? Et comme on s'attend à ce que la saison de croissance est plus courte dans le nord, bien, la durée va diminuer. Et comment ça va influencer nos propriétés du bois? Bien, on ne le savait pas avant de faire cette étude-là. Donc, toute notre dynamique de croissance va influencer les composantes et les propriétés du bois, qui sont la morphologie, par exemple, de la trachéide, donc la largeur du lumen, l'épaisseur des parois, la longueur des fibres. Et ça aussi, ça va influencer la dynamique de croissance, notre pourcentage de bois final et notre densité, donc combien notre bois est pesant, en fait. Et ça va influencer aussi les composantes mécaniques du bois, donc la résistance mécanique à la déformation et à la rupture. Une prémisse de départ, donc, qu'est-ce qui est véhiculé normalement dans la littérature en général, c'est que quand on a une croissance très rapide, il y aurait une réduction de la densité et de la longueur des fibres. Mais quand on se met à éplucher la littérature, à comparer des études ou des espèces, on voit qu'on a
quand même des réponses qui sont contrastantes entre les sites et les espèces. Par exemple, en Europe, j'ai étudié les peupliers hybrides à très haute croissance. C'est sûr que là, c'était des arbres qui étaient sélectionnés, mais le peuplier hybride qui avait la meilleure croissance, c'était lui qui avait le plus haut taux de sucre pour former le bois, et c'est aussi lui qui avait la plus haute densité. Donc, on ne se retrouvait pas nécessairement, même si on avait une croissance très rapide, avec une réduction de la densité. Donc, la question pour ce projet de recherche-là, c'était une des questions principales, était est-ce que la plus faible productivité donc, de nos forêts nordiques, là, en termes de volume et diamètre, croissance en hauteur, peut être compensée par de meilleures propriétés du bois en termes de densité et de longueur de fibre? Là. Je ne sais pas pourquoi ma petite équation s'est déplacée, mais bon, est-ce qu'en fait une diminution de la quantité pourrait créer une augmentation de la qualité? Et ça, c'est important pour les forêts nordiques parce qu'on sait que dans les forêts nordiques, bon, on a diminution du volume, on a diminution de la croissance en hauteur, diminution du temps, le temps de rotation est long, on a une faible croissance en volume, en diamètre. Bien, si notre équation est vraie, ça veut dire que les forêts nordiques pourraient prendre plus de valeur étant donné que la qualité serait meilleure. Mais ça reste à vérifier. Donc, les objectifs que je vais présenter aujourd'hui, le premier, donc, comment la croissance et les propriétés du bois varient-elles en fonction de la latitude? Le deuxième objectif, quelle est la relation entre la dynamique de croissance et le bois produit en termes de quantité de xylème? Ce deuxième objectif-là va me permettre d'expliquer le premier. Et le troisième, c'est pour faire un wrap-up des deux premiers, là, quelle est la variation de la productivité des forêts nordiques en termes de volume et de densité du bois. Donc, la relation entre croissance et densité. Donc, pour ce faire, on avait un gradient latitudinal dans la région où on partait avec le site en bas. Excusez, est-ce qu'il y a un pointeur? Est-ce qu'il y a un pointeur? Voilà. Ah, c'est pas grave. Merci. Donc, on partait du 48e parallèle, donc Simon Couche, qui est notre forêt expérimentale, et on couvrait jusque Mirage, c'est près de LG4, donc c'est dans, disons, 53e et demi, presque au 54e parallèle. C'est un gradient altitudinal parce qu'on a, par exemple, le site Bernatchez dans les Monts-Valin qui est à 600 mètres d'altitude. Donc, le long de ce gradient-là, on a coupé 5 arbres par site pour faire les analyses de croissance, donc des analyses de tiges, et pour évaluer aussi la qualité, les caractéristiques du bois et la qualité. On avait aussi 10 arbres témoins par site qui sont suivis depuis une dizaine d'années pour la dynamique de croissance, sauf le site Mirage ici, qui est une station qu'on a établie dans les 3 dernières années où on a juste 2 années de croissance. Alors, les caractéristiques de nos paissières. Donc, vous voyez ici les latitudes. Donc, on part du 48e, on va jusqu'au 53e parallèle. Pour la croissance en hauteur, on a les sites ici entre le 48e et le 50e parallèle qui sont en la hauteur de 17-18 mètres et on tombe à 12 mètres à Mirage. Au niveau des DHP, par contre, c'est similaire. Ils ont des âges entre 80 et 110 ans. Une surface terrière qui diminue évidemment avec la latitude. Et on avait vraiment, ce qu'on recherchait, c'était le gradient climatique. Donc, on avait des températures annuelles qui passaient de 4,1 dans le sud jusqu'à moins 1,6 à Mirage dans le nord. Et on avait aussi un léger gradient de précipitation avec des précipitations un petit peu moins abondantes au nord.
Donc, on a mesuré toute la croissance et la qualité. Donc, sur les arbres qu'on a coupés, on a à peu près mesuré tout ce qu'on pouvait mesurer. Donc, c'est des analyses très détaillées, mais qui vont nous permettre de comprendre aussi comment varient les caractéristiques et les propriétés du bois avec l'âge. Et ça, c'est très important pour l'interprétation ensuite des résultats. Donc, on a fait des analyses de tiges pour reconstruire la croissance radiale, la croissance en volume et la croissance en hauteur. On a mesuré aussi la caractéristique des cellules, donc la largeur des cellules et des parois. Et pour la qualité du bois, on a mesuré la caractéristique des fibres, donc longueur et largeur des fibres. On a fait des mesures de densité du bois et on a évalué aussi les propriétés mécaniques qui sont le module d'élasticité et le module de rupture. Donc ça, c'est pour les arbres qu'on a coupés. Pour les arbres qu'on a laissés vivants, donc, depuis 10 années, on fait des analyses de la formation du cerne de croissance. Ça, c'est des micro-carottages périodiques à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Et ça nous permet de reconstruire toute l'historique de formation du cerne de croissance. Et ça permet d'étudier 3 questions importantes. Donc, quand est-ce que les arbres y poussent? Donc, leur phénologie, comment se forme le cerne de croissance, donc toute la physiologie derrière, et le résultat final qui est le cerne de croissance. Donc, résultats et discussions, premier objectif, comment la croissance et les propriétés du bois varient-elles en fonction de la latitude. Donc, l'ensemble des courbes ici ont été construites à partir des analyses de tiges et ça nous a permis de reconstruire dans le temps, donc selon l'âge cambial ici des arbres étudiés, toute la variation des paramètres de croissance ou de qualité du bois qu'on a étudiés. Donc, je vais les expliquer un peu une après l'autre pour que vous puissiez bien comprendre et pour qu'on puisse ensuite répondre aux objectifs. Alors, les 3 premières, c'est la croissance en diamètre, en hauteur et en volume. Le rouge étant le site le plus au sud. Et ensuite, on s'en va vers le bleu, où est-ce que c'est le site le plus au nord, avec, disons, le site en vert et en jaune qui sont les sites du 50 et 51e parallèle. Donc, ça, c'est des résultats auxquels on s'attendait. Donc, on a la croissance sigmoïde typique qui caractérise la croissance selon l'âge, en diamètre, en hauteur et en volume. Et ici, on confirme, donc, qu'est-ce qu'on s'attendait, que la croissance au sud est plus rapide, si on prend ici la croissance en volume, est plus rapide au 48e parallèle et diminue à mesure qu'on s'en va soit plus en altitude ou soit plus en latitude. Et qu'est-ce qu'on a remarqué ici, c'est qu'il y a de très grosses différences entre le site du 48e et les autres. Donc, au 48e, il se démarque un peu plus par rapport à tout le reste, et ça, je vais y revenir plus tard. Donc, ici, il n'y a aucune surprise, ça, c'est des choses qu'on savait déjà. Pour les paramètres cellulaires, les 2 premiers, donc, on a l'aire du lumen et le diamètre cellulaire. Ce n'est pas des paramètres qui nous ont donné des résultats satisfaisants, donc ça ne varie pas beaucoup avec la latitude. Par exemple, par contre, le diamètre hydraulique ici augmente avec l'âge et augmente plus rapidement dans le sud comparativement au nord. Alors, le diamètre hydraulique, qu'est-ce que c'est? C'est le diamètre des cellules les plus grosses. Et ça, c'est important, les cellules les plus grosses, parce que c'est elles qui vont apporter le plus d'eau aux feuilles. Alors, il est atteint le diamètre hydraulique plus tôt dans les sites au sud comparativement des sites au nord. Et ça permet une meilleure croissance en hauteur plus rapide. Donc, ça l'explique la croissance en hauteur plus rapide étant donné qu'il y a plus d'eau qui peut se rendre plus haut, plus rapidement dans l'arbre. Les 2 suivantes, que c'est l'épaisseur de la paroi cellulaire et la densité. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Dans les sites plus au sud, il y a plus de parois cellulaires et il y a plus de densité après 40 ans.
Et les sites plus au sud ont des parois plus épaisses et c'est ce qui leur permet d'avoir plus de densité que les sites plus au sud. Alors, les sites ici plus au nord ne rejoignent jamais la densité des sites qui sont situés plus au sud. Donc, au sud, on a une meilleure densité, au nord, on a une moins bonne densité. Les deux autres, très importantes, la longueur et le diamètre des fibres. Alors, les fibres ici, ils sont plus courtes dans le bois juvénile et sont plus longues dans le bois externe. Je ne me souviens plus le nom. Et donc, la largeur et la longueur des fibres augmentent avec l'âge. Et le maximum de longueur des fibres est atteint plus tôt dans les sites plus au sud, mais c'est dépassé quand on s'en va plus au nord. Donc, pour une fois, il y a quelque chose qui est meilleur au nord, donc les fibres sont légèrement plus longues au nord, mais au sud, on arrive au maximum plus tôt. Maintenant, moins bonne nouvelle, qu'est-ce qui est pour le module d'élasticité et le module de rupture? Il augmente de façon assez linéaire avec l'âge. Et vous voyez, à part le site plus au sud, les autres, on a une chute du module d'élasticité et du module de rupture avec l'âge et il n'augmente pas beaucoup, même que dans le site à l'extrême nord, donc Mirage, le module d'élasticité, le module de rupture est assez médiocre. Donc, à part pour les sites vraiment les plus au sud, on a une diminution du module d'élasticité et du module de rupture. Donc, pour résumer ces gros graphiques-là, qu'est-ce qu'on s'attendait? C'est que les composantes et les propriétés du bois, bon, ils varient en fonction de l'âge et de la latitude. Donc, c'est très important si on veut comparer des résultats, il faut savoir à quel âge ils sont pris, ces mesures-là, parce que ça varie énormément avec l'âge. Donc, souvent, si on veut évaluer la qualité ou les propriétés du bois, il faut que ce soit au moins mature ou que ça aille dépasser un certain âge pour que les résultats soient comparables. Donc, à quoi on s'attendait? C'était une diminution de la croissance en volume, en diamètre et en hauteur en fonction de la latitude, mais on a remarqué aussi qu'il y a une diminution des propriétés du bois aussi avec la latitude. Donc, pourquoi? Je vais tenter de l'expliquer ici avec le deuxième objectif. Donc, c'est quelle est la relation entre la dynamique de croissance et le bois produit en termes de quantité de xylème. Alors ça, je vais en présenter seulement quelques-uns. C'est des graphiques de cartes qui illustrent plusieurs variables qui sont importantes dans la dynamique de croissance. Alors, je vais montrer c'est quoi les plus importantes qui expliquent les résultats qu'on a vus précédemment. Donc, le premier ici, c'est la durée totale de la formation du cercle de croissance, de quand il y a la première cellule qui se divise jusqu'à temps qu'il y ait la dernière cellule qui a terminé de déposer la lignine dans les parois. Et ça, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'avec la latitude, la durée totale de la saison de croissance va varier proportionnellement avec la latitude. Et ça, c'est surtout dû au fait que notre durée de déposition des parois, donc la durée de la formation des parois, donc quand on a les sucres qui sont transformés en cellulose, en hémicellulose, en lignine, ça varie de façon proportionnelle avec la latitude. Donc, la formation des parois qui vont former la densité dure plus longtemps ici et diminue proportionnellement à mesure qu'on s'en va dans le nord. Ça veut dire que les arbres qui sont au sud ont plus de temps pour déposer toutes les composés qui sont importantes pour les parois. Et ce graphique-là explique beaucoup la variation de la densité avec la latitude. Quand on regarde maintenant un peu plus des indices de productivité, par exemple ici, le nombre de cellules du cerne à maturité, là, on voit qu'il y a une variation qui est non proportionnelle avec la
latitude, où on a plus de cellules ici dans le nord et qui forment le cerne à maturité. Et là, ça chute quand on s'en va, ça chute de façon non proportionnelle quand on s'en va dans le nord. Et ça, c'est des résultats qui peuvent nous sembler bizarres, mais on a fait aussi des études similaires. On a fait une méta-analyse où on a utilisé des données similaires de l'Europe, de la Scandinavie, de l'Amérique du Nord. Et à un certain moment, quand on surpasse une certaine latitude, on a une diminution, disons, drastique de la croissance. Et ça, excusez, je ne l'ai pas encerclé, c'est dû au fait que la durée juste de l'élargissement du cerne, sans ajouter les parois, juste la durée de quand s'élargit le cerne, quand on passe le 48e ici, elle diminue, elle aussi, de façon non proportionnelle. Et quand j'expliquais tantôt que quand on regarde les courbes de croissance en volume, on a une grosse différence entre le 48e et le reste qui sont plus similaires, c'est dû à ça aussi. Parce que la durée juste de formation de la largeur du cerne chute de façon non proportionnelle quand on surpasse le 48e. Et c'est drôle quand Annie Desrochers a dit au début, est venue de l'Abitibi-Amos, est passée par Chibougamau, est venue ici, elle disait oh, c'est des épinettes, c'est tout pareil. Mais c'est un petit peu illustré sur le graphique ici. Oui, c'est des forêts d'épinettes très similaires parce qu'on a une chute très non proportionnelle ici de la productivité. Donc, ça, c'est dû à l'influence du gradient climatique. Donc, on a une augmentation qui est linéaire ici de la durée, par exemple, de la formation des parois en fonction, par exemple, ici, des températures moyennes de mai à septembre. Même chose ici, si on regarde le maximum, le minimum ou la période sans neige. Donc, la durée de la formation des parois augmente de façon proportionnelle ici avec la température, mais le nombre de cellules à maturité n'augmente pas de façon proportionnelle et à un certain moment, bien, il y a une augmentation qui n'est pas linéaire. Donc, si je résume l'objectif 2, dynamique de croissance et bois produit. Donc, la saison de croissance est plus courte aux latitudes plus élevées. On a une réduction proportionnelle au niveau de la durée de formation des parois, mais les variations observées, par exemple, pour le nombre de cellules à maturité ne sont pas toujours proportionnelles avec la latitude. Ça me porte au dernier objectif, qui était de résumer un peu le tout, donc la variation de la productivité en termes de volume, donc comparer volume et densité du bois. Donc, juste pour terminer avec l'augmentation non proportionnelle de la croissance, donc c'est important de considérer pendant combien de temps les plantes réalisent les différentes étapes de la croissance. Alors, pour ici, par exemple, le nombre de cellules à maturité, la durée de l'élargissement de ces cellules-là est importante parce que la durée va expliquer 75% de ce qu'on va avoir comme nombre de cellules, donc comme cerne de croissance, et le taux explique seulement 25%. Alors, pour résumer un peu tout ce que je vous ai dit, ça, c'est une analyse qui visualise de façon synthétique l'ensemble des variables étudiées à des âges différents, mais pour simplifier le tout, je l'ai résumé sur un graphique ici. Ça va être moins dur à expliquer que l'analyse en composantes principales. Donc, qu'est-ce qu'on a au sud? Donc, à peu près au 48e parallèle. Donc, on a que toutes les propriétés de base du bois sont atteintes beaucoup plus tôt, donc dès 40 ans, mais on conserve une forte densité et un fort volume, et ce fort volume-là, cette forte densité-là, ne font pas diminuer les caractéristiques et les propriétés du bois, contrairement à ce qu'on s'attendait. À 80 ans, on a des fibres un petit peu plus courtes, mais il n'y a pas une énorme différence quand même avec ce qui est plus au nord. Entre à peu près le 49e et le 51e parallèle, les propriétés de base sont atteintes beaucoup plus tard, après 60 ans, et des fois ne sont jamais atteintes comparativement au 48e parallèle. Et
Quand on passe le 49e, les taux de croissance chutent rapidement par rapport au 48e. On a une diminution à cause de la diminution de la durée de croissance. Donc, en haut, à peu près du 51e jusqu'au 53e, c'est caractérisé par une faible croissance en hauteur et en volume. Donc, ça, on s'y attendait. Mais ce qu'on s'attendait moins, c'est que les propriétés de base sont médiocres parce qu'il n'y a pas assez de jours de croissance, il n'y a pas assez de sucres qui sont produits pour transformer ça en cellulose, en lignine, etc. Donc, je pourrais en reparler parce que j'étudie les sucres qui sont à la base aussi de tous ces processus-là. Donc, comme conclusion, quantité est à peu près quand même proportionnelle à qualité. Donc, la densité et les propriétés mécaniques sont plus faibles dans les peuplements nordiques ou sont atteintes plus tardivement. On ne l'a pas mis sous forme de carte, mais il y a une diminution de la densité du bois d'à peu près moins 9,3 kg par mètre cube par degré de latitude. C'est sûr qu'il faut poursuivre les études aussi à plus grande échelle avec ce paramètre-là, avec la densité. Donc, il faudrait descendre plus au sud pour savoir si dans la région, on n'est pas arrivé après un certain optimum de température à partir duquel, là, la densité diminuerait. Parce que selon des expériences en serre qu'on a faites, quand on ajoute 5 degrés durant la saison de croissance, par rapport à la température de Chicoutimi, là, on a une diminution au niveau de la densité parce que probablement qu'on est passé un optimum de température qui ne serait pas encore passé dans ça. Donc, quand on passe un certain optimum de température, que c'est trop chaud, là, il peut y avoir diminution de la densité parce que les sucres sont consommés en respiration au lieu d'être transformés en cellulose. Donc, il faudrait le déterminer. Bien, on est capable de le déterminer, mais on l'a déterminé en serre, mais il faudrait poursuivre notre gradient plus au sud pour être capable de le déterminer en conditions naturelles. Et la durée des processus, on a vu que c'était un bon indicateur, beaucoup de la durée de formation des parois. Donc, c'est un bon indicateur de qu'est-ce qu'on veut retrouver comme densité et aussi la durée de l'activité cambiale comme indicateur ici de la productivité où, passé le 48e, on a une chute non proportionnelle, disons, de la densité. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié, que vous avez été capable de me suivre. Donc, merci de votre attention. Merci au fond pour avoir permis cette journée qu'on peut transmettre nos connaissances, notre savoir à des personnes qu'on n'a pas habitué de voir dans nos bureaux normalement. Donc, merci de votre attention. Et de quoi j'ai parlé aujourd'hui, c'est les deux premières études ici qu'on a publiées en NASA Forest Science et dans Global Change Biology. Donc, c'est ce que j'ai parlé aujourd'hui. Si vous voulez les articles, bien, vous pouvez m'écrire ou venir me voir. Merci.